Bonjour. Merci aux organisateurs et surtout à Darius de m'avoir offert ce magnifique sujet. Alors ça a été une belle découverte et donc ça va rester pour vous. Je vais surtout essayer de vous éclairer dans la lecture de tous les articles, voilà, avec du nouveau vocabulaire. Pourquoi cette présentation ? Parce que voilà, c'était intéressant de voir s'il y avait une place du microbiote intestinal dans les troubles du sommeil et aussi s'il y avait un impact des troubles du sommeil sur notre microbiote intestinal. Ça s'appelle le good microbiote en anglais. Donc, une petite ingestion et digestion du sujet. Donc, je vais commencer par qu'est-ce que le microbiote intestinal, son rôle dans notre organisme, qu'est-ce qui se passe s'il est déséquilibré, et dans le sommeil, est-ce qu'on a un microbiote qui est particulier dans le cadre de l'insomnie, du SAS, et qu'est-ce qui se passe chez les enfants. Alors, qu'est-ce que le microbiote ? C'est l'ensemble des micro-organismes comme les bactéries, les champignons, les levures non pathogènes, les parasites qui habitent dans un environnement spécifique, en l'occurrence le corps humain dans notre cadre. Anciennement, on appelait ça la flore intestinale quand on parle du good microbiote, mais en réalité, on va voir qu'il y en a partout du microbiote, donc pas que intestinal, et il y aura à peu près 10 puissance 13 micro-organismes. Et on parle aussi de microbiome, donc c'est là aussi où j'ai découvert différences microbiote-microbiome, parce que dans les articles, vous avez les deux. Et le microbiome, là, du coup, c'est la communauté de micro-organismes qui habitent dans un endroit défini. Donc là, il y a une interaction, que ce soit entre les différents micro-organismes du microbiote ou les micro-organismes du microbiote avec l'environnement dans lequel ils sont. Donc c'est important. Donc c'est un micro-écosystème dynamique et qui comprend différents génomes et métabolites de la communauté microbienne ainsi que les conditions de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc microbiote et son activité, c'est égal au microbiome. La colonisation des bactéries, elle se produit durant toute la vie d'un individu. Et elles sont présentes dès la naissance chez le nouveau-né. Et donc là, ça va être important aussi, on va en reparler très rapidement, du mode d'accouchement. Il va varier d'une personne à l'autre, et les communautés bactériennes dépendent d'une série de facteurs comme l'humidité, la température et surtout les nutriments qui vont influencer leur survie et donc globalement notre alimentation. Et on va voir que ça s'appelle aussi les prébiotiques. Donc chez le nouveau-né, vraiment, il y a des études qui ont montré que le microbiote pouvait être perturbé quand il y avait une maladie virale chez la mère au cours du premier trimestre. Le mode de délivrance, donc il y a des études qui sont faites aussi par voie basse, où quand l'accouchement se fait par voie basse, le bébé est déjà imprégné du microbiote des voies vaginales par lesquelles il passe, et il va avoir une flore qui va être plus riche et différente qu'un accouchement par césarienne, où ils disent en plus dans les études que c'est vraiment toutes les molécules circulantes au niveau du bloc et aériennes qui vont le contaminer, on ne sera pas du tout dans le même cadre. Et pareil pour l'allaitement maternel, donc c'est un autre argument de l'allaitement maternel. Il y a des oligosaccharides dans le lait qui permettent de dégrader, qui stimulent la croissance des bactéries qui permettent après de la dégradation et la bonne assimilation du lait maternel. Donc c'est vraiment important, voilà, idéalement accouchement par voie basse, parce qu'il y a certains pays qui prônent la césarienne très facilement. Il y a une tendance à faire des césariennes, alors qu'avant, moi j'ai commencé par de la gynéco. Bon. On dosait quand même sérieusement les indications de césarienne, et maintenant c'est devenu une mode dans certains pays, où ils sont parfois à la moitié d'accouchement par césarienne. Donc, en premier, les bactéries se multiplient en milieu aérobie, puisque c'est l'ingestion, et puis après, il y aura consommation d'oxygène et différentes bactéries. Les autres facteurs qui altèrent notre microbiome, c'est la consommation de médicaments et surtout les antibiotiques. Donc en tant qu'ORL, il faut qu'on fasse attention parce qu'on en met quand même assez facilement. Il faut savoir que le microbiome, il est à peu près stable et définitif, on va dire il est mature à partir de 3 ans. Donc quand on met des antibiotiques pour des otites à répétition chez un petit, à chaque fois on détruit. Donc dans le temps on donnait souvent de l'ultralevure, maintenant on a d'autres probiotiques, mais il faudrait non seulement que ça devienne vraiment systématique, mais vraiment doser l'indication de nos antibiotiques de façon peut-être plus sévère. Alors je ne dis pas qu'on en met tous trop du tout, mais disons que là il faut penser qu'à chaque fois on déséquilibre les choses. Quand on met un antibiotique, y compris chez l'adulte, on va modifier totalement son microbiote. Après il va se reconstruire, mais pas forcément complètement à l'identique, avec parfois des carences dans d'autres molécules. Donc les variations du régime alimentaire, donc ça c'est tous les éléments prébiotiques qu'on pourra avoir. Mais après il y a tous les régimes déséquilibrés où on aura le développement d'éléments de fermentation, de beaucoup de levures, voilà. L'abus d'alcool, le stress. Et après, il y a une grande intrication, on verra un petit peu, avec toutes les maladies comme le diabète, les allergies, les maladies gastro-intestinales, donc ce qu'on appelle les MICI, les pathologies inflammatoires, le cancer aussi. Donc chacun a son microbiote.
Il y a à peu près 1 millier d'espèces différentes, dont une large majorité correspond à des bactéries dans notre corps. Il est propre à chaque individu et il est totalement unique en qualité et en quantité. Mais il y a quand même à peu près 50% des bactéries du microbiote qui sont à peu près communes dans notre espèce à tout le monde. Ça, c'est juste pour vous montrer, parce qu'on parlait du microbiote intestinal, mais qu'en réalité, le microbiote, vous l'avez dans tous les orifices, au niveau de la peau, au niveau de la bouche, au niveau du vagin. Et il faut savoir que c'est un rôle protecteur contre les agressions extérieures, effectivement. Il y a des bonnes bactéries et des moins bonnes, entre autres le Clostridium. On sait bien qu'un patient qui est déséquilibré par les antibiotiques et qui a une diarrhée à Clostridie, c'est jamais très très bon. Et donc ça, c'est le schéma de gauche. C'est pour vous montrer qu'en réalité, au fur et à mesure de la descente au niveau du tube digestif, on aura de moins en moins d'oxygène, donc les bactéries qui vont se développer vont être différentes. Les différentes fonctions du microbiome, donc la digestion, donc toutes ces bactéries en réalité, ou tous ces micro-organismes qui sont dans notre intestin, elles vont totalement faciliter de casser les aliments qu'on mange et la digestion. Elles ont un rôle très important. Elles vont aussi totalement protéger votre barrière digestive. Donc on a la dégradation effectivement des glucides complexes. Le système immunitaire, donc elles ont un rôle, elles font une barrière de protection contre un agent pathogène qui peut arriver et en même temps elles peuvent stimuler aussi des défenses. Alors ce qu'on appelle la dysbiose, c'est quand le microbiote est du coup déséquilibré. Et on parle de dysbiose à partir de 30% de variation du microbiote. Alors, dans ces cas-là, on peut trouver un lien très étroit avec la maladie chronique inflammatoire des intestins, donc la MICI, comme la maladie de Crohn et la RCH. Et ça, donc là, en gros, maintenant alors, je ne vais pas vous dire que le microbiote est la cause de toutes les pathologies, qu'en traitant le microbiote, on va guérir tout. Ça serait faux, ils sont encore beaucoup sur des pistes de recherche. On va voir tous les articles, on va certainement très survoler. Leur but, c'est de trouver ce qui est déséquilibré et de voir si en rééquilibrant, ou voilà, ça peut améliorer les choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il se passe vraiment des variations du microbiote en fonction des pathologies. Donc on trouve aussi, là par contre, j'ai les troubles métaboliques et les maladies cardiovasculaires, le lien avec la cancérogénèse aussi, des pistes vers les thérapeutiques anticancéreuses. Et au niveau cérébral aussi, donc ça nous intéresse parce qu'on traite pas mal de patients qui peuvent avoir ces problèmes-là. On a les maladies neurodégénératives. Donc j'ai trouvé des études qui ont été faites sur le Parkinson, que je vous ai mis à la fin, et sur l'Alzheimer. Les maladies du neurodéveloppement, avec ce qu'ils appellent le trouble du spectre autistique, mais régressif, avec des améliorations des troubles autistiques. Et donc là, je n'ai pas développé, mais il y a certaines populations, effectivement, avec des alimentations particulières, où il va y avoir plus d'autisme. Les troubles psychiatriques et les troubles du sommeil, dans ces cas-là. Donc là, j'ai attaqué le sommeil. Donc voilà, donc les études, elles cherchaient en gros le lien entre la dysbiose et le syndrome d'apnée du sommeil ou l'insomnie, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucune réaction de cause à effet. Et alors, je vous ai mis des définitions. Ce qui est en italique, c'est parce que là, vous avez les articles et qu'on n'aura pas le temps de développer. Mais en gros, l'idée, c'est que vous ayez un peu les définitions pour comprendre ce qui se passe, parce que vous allez voir que c'est très joli, très imagé. Donc la randomisation mendélienne. Donc souvent, ils en parlent dans les études, ils font une randomisation mendélienne. Donc c'est une technique statistique qui est utilisée par les épidémiologistes génétiques, donc je ne suis pas généticienne, pour déterminer les effets causaux. Par exemple, est-ce qu'un biomarqueur influence réellement le risque de maladie ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une association statistique? Et c'est vrai que c'est important de savoir si c'est la cause ou si c'était là et que c'est juste un peu une co-occurrence. Voilà. Et donc ces gènes sont présents dès la conception. Alors ça aussi, on en parle beaucoup dans toutes les études, et après je vous ai mis des flèches, ce qu'on appelle les niveaux taxonomiques. Alors le schéma que vous avez à votre gauche, c'est celui que je vous ai remis régulièrement. Dans toutes les études, ils vont vous parler des micro-organismes qui sont au niveau phylum, au niveau classe, au niveau species, enfin espèces, au niveau famille. Donc on retrouve ça dans les études, je vous ai mis la traduction en français, et puis une autre façon de montrer ça. Alors on parle aussi de pléiotropie. Donc ça, vous prenez les photos, vous regardez en vidéo. Tout ça sont les définitions pour comprendre les études. Et le taxon microbien. Donc ça aussi, on parle beaucoup du taxon microbien. Donc un taxon regroupe des espèces en fonction de leurs caractéristiques communes et de leur parenté.
Donc, dans cette étude-là, ils ont trouvé 3 taxons microbiens qui étaient restés associés de manière significative au SAS. Donc, une fois qu'ils ont refait justement leur modélisation mendélienne, ils ont trouvé que vraiment il restait ces 3-là. Les 2 premières, là, les bacilles et les lactobacillaires, sont augmentées alors qu'il y a une diminution du 3e. Et en conclusion, donc, il disait que l'apnée du sommeil pouvait entraîner une dysbiose. Donc ça, ils sont tous d'accord dessus. Des modifications de l'absorption intestinale, de l'oxygénation, ça perturbe, avec une réduction significative des bactéries qui étaient productrices de butyrate et une augmentation de celles qui étaient productrices de lactate. Donc voilà, donc là, vous avez aussi d'autres articles avec des magnifiques schémas. Alors, si vous arrivez à lire les noms, c'est bien. Non, mais le résultat, c'était qu'il y avait une association causale potentielle. Cette fois-ci, ils avaient retrouvé 33 microbiotes intestinaux et le SAS. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout lire. Donc ça aussi, c'est assez joli. Donc ça, c'était par rapport à l'importance du SAS. Et donc ce qui est en violet là sur la droite de chaque carré, qui correspond à la sévérité du SAS, donc, le SAS sévère, on voit que globalement, tout est diminué. Alors dans les études, vous verrez aussi marqué diversité alpha, diversité bêta. Donc c'est de nouveau en italique avec les définitions, avec l'indice KO, le Simpson. Voilà, donc vous avez toutes les définitions. Et voilà, donc ils avaient trouvé les corrélations. Et après, leur but de ces études, c'est de dire, OK, on a ça, et comment est-ce qu'on peut aller vers une thérapeutique? C'est pas juste de savoir, j'ai des anomalies. Voilà, donc vous voyez, donc ça c'est une étude où de nouveau, ils nous disent qu'il y a au niveau phylum, on retrouve ça, au niveau famille, voilà. Et donc là, on voit de nouveau. Alors, il y a un rapport aussi, vous verrez dans les études, qui revient souvent, le Firmicutes sur le Bacteroidetes. En gros, on voit, donc c'est la barre bleue du schéma à gauche, que le rapport est très augmenté. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est la mauvaise bactérie qui va devenir prédominante. Donc dans pas mal d'études, vous verrez marqué ce F sur B ratio. Voilà. En gros, je vous donne des pistes pour après aller voir tout ça. Donc ça, c'était est-ce que les variations du microbiote pouvaient être corrélées à la SPO2 et l'IH en fonction de la sévérité. Je vous ai remis donc là, vous avez l'autre définition de la diversité bêta. Une autre étude, donc celle-là, il y avait une corrélation significative entre les troubles du sommeil. Alors, à chaque fois, le microbiote intestinal, il est étudié à l'aide, vous trouverez aussi amplicon, ARN, oui c'est ça, ARN, R16S. D'accord ? Donc c'est la méthode pour étudier le microbiote. Rapport entre l'hypoxie intermittente et la composition du microbiote aussi. Donc, bon, c'est ce qu'on a vu, hein, le SAS, de toute façon, il va y avoir des variations et des erreurs. Donc voilà, donc là, on remarque que la deuxième colonne, qui est dans le cadre du SAS, tout est abaissé, en gros, par rapport à quelqu'un non SAS, et avec les degrés de sévérité aussi. Donc là, c'était le microbiote intestinal et les complications cardiovasculaires qui découlent du SAS. Et donc là aussi, ils avaient trouvé les avantages potentiels à prendre en charge le microbiote intestinal pour essayer de diminuer les taux de complications cardiovasculaires. Donc ça, c'est la suite de l'étude. Et donc là, dans cette étude, ils sont aussi allés voir effectivement les supplémentations en prébiotiques et probiotiques. Donc les probiotiques, il faut vraiment... qui ne met jamais honnêtement de probiotiques après antibio chez les enfants? Voilà, je suis fière de vous. Enfin, je pense que personne n'osait lever la main, mais je pense qu'on a tous été élevés quand même au minimum à l'ultralevure, quoi, minimum. Et qui est très bien en composition. Voilà, et puis après... Ah oui, alors ça, c'était pour penser aussi qui fait le HOMA-test. Ouais. Alors le HOMA-test, donc ça, c'est pas du tout dans le microbiote. C'est le test de dépistage de l'insulinorésistance. En gros, vous avez des patients, vous voyez des patients SAS qui ont déjà... la graisse abdominale un peu prédominante, vous leur trouvez un SAS sévère et ils vous disent bon, j'ai fait mon bilan sanguin, il est parfaitement normal, la glycémie est normale, le cholestérol est à peine limite. En réalité, si vous faites le HOMA, qui est un rapport insulinémie sur glycémie, vous allez détecter les débuts d'insulinorésistance, donc ce qui peut vous permettre de gérer en amont avant qu'apparaisse le diabète. C'est fait en général par les endocrinos, c'est fait maintenant par vous, il ne faut pas hésiter. Donc si vous avez un patient qui est quand même en obésité et qui a des troubles métaboliques qui ne sont pas encore là, ça ne veut pas dire qu'il ne les a pas déjà. Donc le HOMA-test, voilà. Ça n'avait pas de rapport, mais c'est important. Ah oui, alors ça c'était une étude sur la PPC. Leur étude concluait qu'il n'y avait pas de modification du microbiote après 2 mois de PPC bien utilisé, avec efficacité, avec des patients observants.
Quand on part du principe que dès qu'on modifie l'oxygénation, l'absorption, on va avoir des troubles, enfin des variations du microbiote, voire assez rapides. L'antibio, en 2 jours, le microbiote a changé. Je ne vois pas pourquoi la PPC n'améliorerait pas les choses si on rééquilibre tout ça. Donc je me suis posé la question, c'est que là, leur deuxième, enfin le contrôle était à 2 mois. Alors est-ce que 2 mois, c'est pas trop court? Et l'autre question, c'est est-ce qu'ils ont redonné à la personne quand même au moins des probiotiques ou au moins expliqué un régime prébiotique pour recréer la flore? Parce qu'elle ne va pas se faire toute seule, la flore. Donc si elle est complètement détruite, déséquilibrée, vous mettez votre PPC, mais si vous ne gérez pas plus ce qui doit être fait, en fin de compte, vous n'allez pas rééquilibrer les choses. Voilà, donc faut pas rester. Donc c'est la seule étude que j'ai trouvée sur la PPC, mais je pense qu'il ne faut pas rester sur cet avis négatif. Je pense qu'il faut quand même gérer aussi les apports pour équilibrer ça. Ça ne se fera pas tout seul. Chez l'enfant. Ok. Donc il y avait eu des études qui montraient que chez les enfants qui avaient un syndrome d'apnée aussi, le microbiote était déséquilibré, en sachant que chez l'enfant, que ça soit avant, donc ça c'était avant amygdalectomie, il y a une étude après amygdalectomie, pareil, où ils faisaient 3 enregistrements différents, ils trouvaient qu'il n'y avait pas de grosse variation du microbiote, mais en fin de compte, les enfants ont souvent eu des antibiotiques et des choses qui faisaient varier énormément leur microbiote, donc ils se posaient la question de savoir vraiment la pertinence de tout, mais voilà, donc il y a aussi chez les enfants des études qui sont faites. Donc j'ai fini la description des études, je vous ai juste mis de la biblio, comme ça après j'ai fini. Donc il y a aussi des travaux, donc je vous ai mis 2 articles, mais en réalité il y en a beaucoup sur l'insomnie, pareil. Il y a des études qui sont assez intéressantes, moi je trouve aussi sur la chronobiologie avec des patients qui ou travaillent en horaire décalé, ou qui ont un court temps de sommeil, ou des gros troubles d'hygiène de sommeil, ou vraiment un décalage, même sur le week-end, des horaires de lever peut déjà modifier votre microbiote. Donc ça peut aller très très vite de déséquilibrer tout ça. Alors celui-là, j'aime bien cet article parce que c'est ce qu'on appelle un graphical abstract. Donc j'espère que ça va devenir plus fréquent. Donc ça, c'est l'abstract, mais qui a été dessiné. Donc je trouve que c'était bien. C'est plus agréable que de lire un abstract. Donc ça, c'était aussi un résumé. Donc ça, c'était pour montrer qu'il y avait quand même un gros impact. Donc là, ça passe par les gènes de l'horloge, ce décalage, et avec après toutes les cascades inflammatoires et l'insulino-résistance, dont vous ferez le HOMA test maintenant, et l'obésité. Voilà, et puis encore divers, donc Parkinson, l'Alzheimer. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc, voilà, en gros, j'espère que j'ai permis de débrouiller un petit peu toutes ces notions avec les petites définitions. C'est un sujet, je pense, qui va prendre de plus en plus d'importance. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a un microbiote déséquilibré qu'il est responsable de tout, mais je pense qu'il faut forcément le prendre en compte. Il faut vraiment faire attention à nos antibiotiques. Alors moi, j'ai regardé un petit peu quels étaient les éléments prébiotiques. Donc évidemment, c'est beaucoup de légumes. Il y en a qui sont très simples à prendre. Et ça peut vous aider. Donc voilà, donc je pense que dans l'avenir, de plus en plus, il y aura des questions, parce que l'étude quand même du microbiote humain, maintenant, elle est très simple à faire. L'autre point sur lequel il faut insister, c'est vraiment les accouchements par voie basse. Si ça peut être fait, c'est vraiment la voie basse à privilégier, l'allaitement maternel, mais enfin, ce n'est pas le seul argument pour privilégier l'allaitement maternel. Ça fait longtemps qu'on sait que ça peut être bien.